Salut à tous, bienvenue à l'émission Sans langue de bois sur Burkina Info. Quatre invités pour cette émission. John Karim Gadiaga, il est de l'économiste du FASO. Alassane Karama du journal Le Sidoya. Wilfried de Bakouin de La Rupture et Dimitri Kaboré de Fassozine. Deux sujets au menu de cette émission. Nous parlerons du communiqué du ministre de la Sécurité intérieure, communiqué relatif au Kolwego. Ensuite, il sera question de la commission constitutionnelle. Elle existe, les membres ont été désignés. Avec les journalistes présents, nous allons échanger sur ces deux sujets. Nous commençons donc par le premier sujet. Il s'agit du communiqué du ministre de la Sécurité intérieure, Simon Compaoré, le 13 juin dernier pour recadrer les Kolwego dans leur dérive avec Alassane Karama. Nous ouvrons ce sujet. Alassane Karama, vous avez pris connaissance du contenu du communiqué du ministre de la Sécurité intérieure qui interpelle les Kolwego. Alors, en tant que journaliste, vous pensez que le ministre sera entendu par ces Kolwego? Bon, d'abord, dans le principe, on va dire que depuis l'avènement en grande pompe en tout cas des Kolwego, la question demeurait. Et à plusieurs reprises, que ce soit le ministre en charge de la sécurité ou d'autres membres du gouvernement, même le chef de l'État, il avait toujours été question de recadrer justement ces Kolwego-là dans les pratiques. Donc, tôt ou tard, quand même, on s'attendait à un tel communiqué. Maintenant, ce serait écouté, ce serait entendu, oui ou non, de part donc des Kolwego. Je pense quand même que la légitimité de la force, à mon sens, doit rester à l'État. Aucun privé, quel que soit en tout cas son apport, quelle que soit sa force, ne devrait quand même s'imposer devant l'État, ne devrait en tout cas remplacer l'État. Donc de ce point de vue, je me dis que cette volonté quand même de recadrer ce travail qui est fait là, il va falloir que donc ceux d'en face puissent voir dans quelle mesure il peut effectivement rentrer dans les rangs. Parce qu'il faut reconnaître, on ne peut pas avoir des prisons autres que les prisons officielles que nous connaissons. On ne peut pas également parler d'amende tant que ce n'est pas dans le cadre légal qu'on connaît. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, ils n'ont pas d'autre choix. Maintenant, peut-être s'il faille, en tout cas, engager des négociations quelconques pour voir dans quelle mesure cela peut être possible. Voilà, je pense que de ce point de vue, je peux les comprendre. Mais s'il s'agit peut-être donc de vouloir défier l'autorité de l'État, à mon sens, en tout cas, ce n'est dans l'intérêt de personne. Et un État aussi responsable ne devrait pas se laisser faire en pareille circonstance. Parce qu'on ne parle pas de leur dissolution et autres, mais on dit quand même de rentrer dans les rangs. Il y a des choses qu'ils ne pourront plus faire. S'ils arrêtent, s'ils arrêtent donc les délinquants présumés, qu'ils puissent les mettre dans le circuit qui établit véritablement de la culpabilité de quelqu'un. Sinon, bon, ce serait simplement un no man's land et ça va être difficile à gérer. Voilà, Dimitri Kaboré, donc, comme Karama le dit, il y a une logique qu'il faut respecter, il y a un souhait. Malheureusement, ce n'est pas sûr que les uns et les autres puissent comprendre ce souhait, c'est-à-dire les Kolwego, d'autant plus que si on résume le communiqué du ministre, donc il a trait effectivement au châtiment corporel infligé aux détenus par les Kolwego. Il y a les amendes, il y a le port d'armes, il y a cette façon ostentatoire de se promener dans les différentes villes du Burkina avec des armes. Alors le ministre a dit qu'il faut mettre fin à tout ça. Donc est-ce que pour vous, les Kolwego seront réceptifs? Bon, moi, être réceptif pour moi, ce serait un peu compliqué parce que je crois que on a laissé un peu le problème durer dans le temps. Donc, alors qu'on pouvait dès lors s'attaquer au mal dès les premiers instants où ça commençait à être assez perceptible. Maintenant, ce que je déplore, c'est vrai que il n'est jamais tard pour bien faire, mais je trouve que Simon Compaoré a fait ce qui de communiquer en été vient tard pour moi, parce que quand les gens, quand les journalistes, quand les médias, quand les différents acteurs dénonçaient ces pratiques de ces comités d'autodéfense, à savoir la perception des amendes, à savoir les sévices corporels et tout ce qu'il y a comme contre-nature dans un état de droit, le ministre Compaoré n'a jamais, en aucun moment, appuyé les personnes qui luttaient contre la fin
de ces pratiques. Je crois qu'il est resté, et je me rappelle même lors des différents plateaux, le ministre a insisté sur l'utilité de ces corologos, ils sont bien, lui-même il a vu des cas où les corologos ont arrêté des bandits, machin, ça existe dans le temps, il les avait appelés même des ILS, c'est-à-dire Initiatives locales de sécurité. Pour moi, le communiqué vient carrément tard, après que il s'est rendu compte que vraiment il était très difficile de collaborer avec ce comité-là. Donc cela difficile de redresser la barre. Redresser la barre parce que d'abord le deuxième élément pour ajouter à cela, c'est que on a laissé passer les élections municipales. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'on veut être ferme, mais pendant ce temps, on laisse un certain nombre de temps. Pourquoi ce communiqué n'a pas été pris avant les élections municipales? C'est ça. Pour moi, c'est clair. C'est-à-dire qu'on a, depuis décembre, prenez les journaux, prenez tout ce qu'il y a eu je prends le cas malheureux de la jeune dame qui a été transportée par car jusqu'à Ouagadougou pour chercher son fiancé qui serait un présumé. La police n'a rien fait. La gendarmerie n'a rien fait, on a laissé passer les Congolais. Ils sont même venus à Ouagadougou avec leurs armes ostensibles. Moi, j'ai vu, j'habite vers le théâtre populaire, j'en ai vu des Congolais qui sont arrivés, interpeller des gens dans des marchés à Ouagadougou avec leurs armes. Mais personne n'a dit mot. On a laissé tout ça se dérouler pendant qu'on a eu à commettre des homicides volontaires, on a eu à percevoir des milliers de francs au titre des amendes. Pendant que les gens interpellaient, le ministre n'a rien dit. On a préféré battre campagne, on a fait les élections et après cela, on se rend compte maintenant que l'État doit demeurer l'État. Pour moi, je crois qu'on a joué avec le temps pour des raisons politiciennes et c'est ce qui va nous rattraper. Sinon, je demeure convaincu que si l'État avait été ferme dès les événements de Sapuy, où il y a eu une médiation des événements de FADA, je crois qu'on pouvait diminuer un peu. Mais bon, on voit que le ministre a préféré jouer sur un autre terrain et après, il voit que ça n'a pas porté fruit. Donc maintenant, il vient faire un communiqué et je pense que ce communiqué, pour moi, ne sert pas. Parce que, bon, ça m'étonnerait que ce soit des gens qui lisent des communiqués. Pour moi, c'est pour informer les gens comme nous autres. Pour moi, le mal, c'est en bas. Il a eu l'occasion de faire le tour dans les différentes régions de Burkina où il a rencontré ce comité de défense. Pour moi, c'est à eux, pendant cette période où ils faisaient cette tournée-là, qu'ils devaient dire au Congolais, voici ce que vous ne devez plus faire. Mais si on ne le fait pas et qu'après on revient à Ouagadougou et on rédige un communiqué pour dire, bon, maintenant ça ne sera plus toléré, bon, moi je demande maintenant qu'à voir. Alors, Wilfried de Bakouan, la tête de proue de ces Kolwego, actuellement dans l'actualité, c'est Django, M. Tchombiano de Fadangourma. Il a eu à dire que eux, ils sont les petits frères de la sécurité et les petits frères de la justice. Donc, ils sont prêts à collaborer. Mais il y a une question sur laquelle je pense qu'il n'est pas allé de même mort, il s'agit des amendes. Pour eux, pour lui plutôt, si on leur dit de ne plus prélever des amendes, en quelque sorte amender leurs prisonniers, il faudra qu'on leur trouve une solution palliative, je pense. Alors, est-ce que ce n'est pas un défi à l'autorité? Non, je ne crois pas que ce soit un défi à l'autorité. Dans la mesure où on a démontré, où on a soutenu à un certain moment donné que l'utilité de l'existence même des Koloro n'était plus effectivement démontrée, parce que bon, on ne va plus revenir sur le débat qui montre qu'il y avait un vide sécuritaire, etc., qui a favorisé la naissance ou le développement, pardon, des Koloro. Mais quand Django le dit comme ça, de deux choses l'une, ça dit que soit on veut que Koloro existe et que Koloro fonctionne et qu'on lui permet un certain nombre de choses, ou que Koloro on veut qu'il n'existe pas et on lui interdit ça. Je le dis pourquoi? Parce que, vous voyez, si on a dit que les gens qui prennent des armes et puis qui traversent les villes, qui traversent les provinces, moi je vois des gens qui quittent Koudougou à moto pour venir jusqu'avec Kokologo, etc. Mais c'est à moto, ça me laisse penser que les amendes qui sont perçues par les Kologos servent quand même à mettre le carburant, etc., etc. Parce que même dans notre système de sécurité classique national, il arrive des moments que vous appelez la gendarmerie, ils vous disent qu'ils n'ont pas de carburant, etc. Donc je crois que c'est dans ce cadre-là que les amendes, etc. sont... Bon, seulement on peut les encadrer, ces amendes, etc. Mais quand on veut que les Kologos puissent exister, mais en voulant les recadrer, on leur enlève juste ce qui leur permet de fonctionner. Parce que finalement, ce sont les amendes qui leur permettent de fonctionner. Si ces amendes ne sont pas là, Kologo n'est pas là. Donc, soit le communiqué veut que Kologo disparaisse, mais on ne dit pas... On ne dit pas explicitement que Kologo doit disparaître, ou le communiqué veut garder Kologo, mais ne leur permet de ne pas fonctionner. Et puis,
quand vous prenez un peu dans la région de l'Est, je ne sais pas comment on peut poursuivre un voleur dans la région de l'Est ou un grand bandit ou un braqueur dans la région de l'Est si on n'a pas d'armes. Bon, en fait, il y a toute la problématique demeure. C'est-à-dire, c'est ça qui va peut-être amener Kologo à se braquer parce que ce qui leur permet de fonctionner véritablement n'existe plus. Les armes, ils n'ont plus d'armes, ils n'ont plus de frais de carburant pour sortir parce que finalement, il n'y a plus d'amende, etc. Donc, je crois que c'est ça finalement qui risque de braquer les Kologo et les populations locales. Sur cette question, Wilfried Bakouan, quand on vous dit que les Kologo, ce n'est pas une création récente, ils existaient. Mais il n'y avait pas trop de problèmes en son temps. C'est-à-dire que, si on peut le dire comme au Burkina, on aime le dire, sous l'ancien régime, celui de Blaise Compaoré, il y avait des Kologo, mais on n'entendait pas parler de ces dérives. Oui, on n'entendait pas parler de ces dérives parce que vous savez que jusqu'à vers la fin du régime de Blaise Compaoré, la question de l'insécurité s'est posée plus avec acuité. C'est vrai que dans les années 2000, 2002, 2003, il y a eu l'opération coup de poing de Djibril Bassolé qui a été critiquée. Mais après cela, la question de l'insécurité avait pris un peu de recul pour encore rebondir vers la fin du règne de Blaise Compaoré. Mais au moment où Blaise Compaoré était en train de chuter, on se préoccupait plus à la chute de Blaise Compaoré qu'aux questions liées aux sécurités, au financement de telle ou de telle chose, etc. Donc, on ne pouvait pas naturellement voir... Voilà. Deuxièmement, Kologo qui a existé, moi je le dis toujours, on a fait un reportage sur Kologo déjà avant que Kologo explose parce qu'on voulait comprendre comment les initiatives locales de sécurité, etc., dans la région de Manga, Kaibo, où vous voyez tout un village où il y a un marché à bétail, est enfermé la nuit par des brigands, des bandits, et qu'on appelle de la sécurité qui est quasi absente, et la sécurité se pointe 3 jours après. Et quand vous prenez le maillage sécuritaire de toute la province qui est extrêmement très faible, donc un bandit a le temps de voler, de récupérer ou de braquer un marché, ou une caisse populaire à Kaibo, une vingtaine de kilomètres de Manga, de traverser Manga et de se retrouver dans la zone de Nobéré pour traverser et rentrer au Ghana. C'était vraiment... Non, puisque le maillage sécuritaire était très faible. Donc, à un certain moment donné, compte tenu du fait que l'économie locale avait vraiment pris un coup avec effectivement la question de... Dans les populations elles-mêmes se sont dit là, écoutez, nous allons prendre exemple sur d'autres. Donc, on a commencé à prendre exemple sur Kologo à Manga, Kologo par-ci, etc. Donc, ça a créé la prolifération. Voilà, c'est pas que sous Blaise, il y avait une question sécuritaire plus maîtrisée. Non, mais c'est la récurrence, effectivement, du fait du grand banditisme qui a amené les gens à s'intéresser à Kologo vers la fin du régime de Blaise pour que, bon, pendant comment on appelle la transition, quand la transition a voulu aussi taper du poing sur la table, ça a pris un phénomène national. Ok, John Karim Gadiaga, ce phénomène Kologo, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un serpent de mer? Finalement, on trouve qu'il y a beaucoup de contradictions. On trouve qu'il peut être utile, mais il est difficile à cerner. Par exemple, si je prends le président du Faso qui avait dit quelque part, parlant de supprimer les Kologo, il disait on ne peut pas supprimer quelque chose qui n'existe pas légalement. C'est vrai, il n'existe pas légalement, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, il dit certaines choses à l'autorité, notamment au ministre de la Sécurité intérieure. Si vous coupez nos amendes, si vous ne voulez pas qu'on prenne des amendes, vous nous trouvez une autre solution. Donc, c'est-à-dire qu'il faut peut-être que l'État leur donne de l'argent pour fonctionner. Alors que le président du Faso dit qu'on ne peut pas supprimer ce qui n'existe pas légalement. Donc, en quelque sorte, légalement, il n'existe pas, mais ils imposent. Absolument, il y a quand même une contradiction dans cette affaire. Oui. Voilà. Et puis, voilà, c'est dans cela que le communiqué ne résout pas le problème. Il ne suffit pas de dire aux gens de ne pas prélever des amendes, de ne pas porter des armes, de ne pas traverser les localités pour aller ailleurs. Véritablement, il reste quelque chose à faire véritablement par rapport à ce problème des Kologo. Parce qu'ils sont nés quand même dans un contexte où il y avait un besoin, où il y avait quand même, la population demandait quand même quelque chose par rapport à l'absence des forces de sécurité. Donc, du coup, si on leur demande aujourd'hui de se débarrasser des moyens qui font leur efficacité, c'est-à-dire la torture, le prélèvement des amendes et le port des armes, bon, je ne sais pas, on dit aux Kologo de disparaître ou bien on les dit, c'est où on les met. Donc, voilà là où il y a la contradiction. Voilà, on ne comprend pas trop. On ne comprend pas trop, donc il va falloir carrément initier quelque chose, réunir non seulement les Kologo, et ensuite la population, parce que la population également soutient ces groupes-là, et du coup,
il faut trouver quelque chose pour pallier au vide qui va être créé par les Congolais. Sinon, bon, aujourd'hui, bon, les forces de sécurité, ce n'est pas parce qu'ils vont disparaître que les forces de sécurité vont se présenter sur place. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Donc, il y a quelque chose à faire. Il faut trouver la solution. Il ne suffit pas tout simplement de dire à ces groupes-là de disparaître et puis on ne fait rien par la suite. C'est comme si finalement on donnait carte blanche aux bandits. Voilà, venez, on vous a débarrassé de ceux-là qui vous empêchaient de tourner en rond, de vaquer à vos occupations. Voilà, ils ne sont plus là. Donc, désormais, vous pouvez vous attaquer aux gens, il n'y a pas de souci. Bon, donc, il y a cette contradiction-là. Il faut quand même une solution globale qui permet en même temps de recadrer ces groupes-là, voilà, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut recadrer ces groupes-là pour les permettre d'être là quand même dans la complémentarité aux forces de sécurité, aux choses ordinaires. Donc, mais en même temps, il faudra trouver le moyen qui permette aux gens de sentir que, bon, quelque part, l'État aussi existe. Parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit. Donc, il y a quand même quelque chose à faire au-delà de ce communiqué. Ok. Et Karama, c'est vrai que quand on regarde le communiqué du ministre Simon Compaoré, on se rend compte que peut-être la seule difficulté, c'est parce qu'il demande aux gens, aux Kolwego, quand ils vont récupérer des prisonniers, ce n'est pas la peine de les juger, donc ce n'est pas la peine de leur infliger certains sévices corporels, donc il faut les remettre juste aux forces de sécurité. Ok, si on va sur ce principe, on se dit que les Kolwego, peut-être tout ce qu'ils peuvent exiger, c'est comment se déplacer, l'attraper le bandit pour le remettre aux forces. Donc il faut forcément mettre du carburant dans leur moto. Donc on peut comprendre que si on leur donne de l'argent, peut-être que le problème sera réglé. Bon, je crois que je suis d'accord, parce qu'il faut une réflexion, parce que c'est pour ça d'ailleurs j'ai dit qu'il faut que les deux camps, éventuellement même d'autres acteurs puissent s'asseoir pour voir comment on peut justement permettre à ces personnes-là d'exister, parce que leur utilité, comme on l'a dit, ce n'est plus à démontrer. Et l'approche de proximité qu'on a essayé à un moment donné n'a pas marché. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de voir comment relancer à travers justement ces groupes d'autodéfense? Mais tout dépendra de l'organisation que nous pourrons avoir et même de ce que les autorités également pourront garantir à leur endroit. Je ne vois pas les choses en termes peut-être de salaire, non, parce que bon, si on pose ça en ces termes-là, je pense qu'il y aura des Congolais un peu partout. Mais peut-être que sur l'existant, vous avez tantôt parlé donc de moyens de locomotion. Je pense que ça, c'est vraiment la base. Bakouan l'a dit, même nos forces de défense et de sécurité qui devraient disposer donc de ces moyens-là, on sait que ce n'est pas toujours évident. Parfois, ils ne viennent pas parce qu'on va dire qu'il n'y a pas de carburant, il n'y a pas ceci. Donc, c'est de voir dans la formule. Mais pour moi, tout ça peut se passer beaucoup plus dans la discussion que dans une défiance quelconque. Sinon, le problème peut être posé, les gens peuvent se rencontrer, des propositions peuvent être faites, mais des propositions qui vont rester dans le cadre légal. Parce que bon, ce qu'on ne dit pas aujourd'hui, le communiqué du ministre en charge donc, de la sécurité, parce que le port quand même de l'arme au Burkina est réglementé. Donc on ne peut pas comme ça permettre à des personnes, même s'ils contribuent d'une certaine façon à la sécurité, de porter les armes. Voilà. Donc, dans le principe, je crois que c'est pour qu'ils quittent beaucoup plus l'illégalité. Si ces groupes-là sont mieux organisés, pourquoi pas, ils peuvent s'organiser, faire des demandes de port d'armes, et à mon sens, l'autorité également peut, en retour, après les enquêtes inhérentes en tout cas à ce type de choses et de demandes, leur accorder le port d'armes. En ce moment, le port d'armes n'est plus illégal. Mais sinon, si on laisse les choses comme ça, et même qu'au fond, on ne sait pas qui est Kogologo, qui ne l'est pas, parce qu'il n'y a pas de document légal qui est fichier, qui montre que telle personne est Kogologo, telle autre ne l'est pas. Il est Kogologo. Donc, il faut travailler forcément à encadrer tout cela et voir dans quelle mesure on peut leur permettre de continuer à fonctionner sans justement qu'ils ne travaillent dans la légalité. Si c'est l'État qui va les aider à avoir le carburant, ça, vraiment, je ne veux pas entendre parler de salaire, mais sous forme de carburant, je ne sais pas comment. Mais les financiers ou autres acteurs pourront organiser cela pour qu'ils puissent effectivement se mouvoir. Et même des moyens de déplacement. Mais là, il faudra être sûr que les forces de sécurité aussi ont suffisamment de carburant parce qu'elles risquent de se plaindre aussi quelque part. Hein. Non, ça c'est clair. Hein. Il faut ça. Parce que ce n'est même pas excusable que nos forces de sécurité aujourd'hui n'aient pas de carburant pour pouvoir justement mener les opérations. Ça, ce n'est pas acceptable. Okay. Voilà, je crois qu'on devrait dépasser cette étape-là
et voir comment maintenant la sécurité à la base, la sécurité communautaire, on pourrait également encadrer les gens. Parce que bon, je me dis que surtout la première police de proximité, pour moi quand même, il y a quelque chose qui existe. C'est vrai, ça n'a pas marché. Donc on doit aujourd'hui se poser des questions pour savoir pourquoi ça n'a pas marché. Mais est-ce qu'on ne peut pas voir comment amener cette approche-là pour que ça soit porté par ces comités donc, de sécurité à la base. Là où ça existe, on peut s'appuyer sur eux. Là où ça n'existe pas, on verra également comment organiser les gens. De toute façon, je pense que les forces de sécurité, Dimitri, ont toujours dit, quand elles font des conférences de presse, appeler à la collaboration des populations. Donc, elles savent qu'effectivement, les populations peuvent jouer un rôle très important pour débusquer les bandits, d'autant plus que les bandits sont des gens qui vivent parmi nous, donc les populations sont les plus habilitées. Mais si on regarde l'affaire des amendes, on ne parle pas des amendes, quand les Kolowego disent qu'ils se déplacent, alors certains disent non, que quand ils se déplacent, c'est juste pour aller chercher des témoins. Donc, c'est-à-dire qu'on arrête un bandit, il cite des noms. Donc, au lieu de se déplacer, peut-être que si le bandit cite des noms, il pouvait peut-être dire à la police ou bien à la gendarmerie, voilà des noms qui ont été cités, la gendarmerie allait se déplacer, peut-être aller récupérer ces gens. Oui, la problématique, je crois que la problématique est très grande. Et je crois que, comme Alassane Karama l'a dit, il faut quand même qu'il y ait une réflexion profonde. Parce que je crois que c'est devenu un phénomène sociologique. Si on rate le coach, je crois qu'on est parti encore dans la brousse. C'est-à-dire que le problème, c'est quoi? Pourquoi la collaboration ne peut pas marcher entre ces populations et la police et la gendarmerie? C'est très simple. Ils travaillent dans un cadre non légal. La police et la gendarmerie travaillent dans un cadre légal. Donc, même si j'ai quelqu'un, je viens dans la gendarmerie, bon, je trouve que mon voisin est suspect, bon, la gendarmerie, à la limite, on va me dire, bon, ok, on te donne une convocation, il fallait le mettre à la personne. Bon, et le temps que ça peut prendre, la personne peut faire 1 semaine, 2 semaines sans se présenter. Si la gendarmerie voit que c'est un peu sérieux, bon, on essaie de localiser, on vient le chercher. Mais combien de cas on est arrivé à interpeller des gens qui sont en faute, qui ont été dénoncés? Donc, toute cette lenteur de l'appareil sécuritaire et de l'appareil judiciaire fait que les gens n'ont plus confiance. C'est-à-dire, il y a des gens dans certaines zones, comme Fada ou Abati ou Gawa, ils vont vous dire, bon, il y a eu des cas où on a amené des gens. Bon, le policier aussi, l'OPJ va vous dire, moi je fonctionne sur la base de preuves selon des textes. Ouais. Selon un certain nombre de textes, c'est en 3 jours de garde à vue. Et je n'arrive, puisque pour aller chercher les témoins, il faut du carburant. Comme on a le même problème. Bon, le gars, on l'emprisonne 3 jours après. Bon, si on n'arrive pas à avancer au niveau de l'enquête, parce que les gars sont 2 ou 3 dans un commissariat, ils se relaient. Bon, l'enquête ne peut pas avancer. Finalement, on libère le monsieur. Donc, c'est à cause de tout cela que les Korolowo, en réalité, ont mis sur tout le système. On arrête, on part chercher les témoins, on fait notre interrogatoire, on fait notre procès, on verbalise, et si tu es innocent, on te relâche avec un mea culpa, et si tu l'es, on t'inflige, et maintenant, à la limite, on peut te donner à la gendarmerie. Maintenant. Donc, c'est tout ça, la problématique. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de ça? C'est moi, je dis, c'est dire que soit on admet que le Korolowo existe et qu'on leur trouve un statut dans l'état de droit et qu'on les accompagne et qu'on leur confère un certain nombre de délits à gérer. Et parce que j'avais déjà eu interviewé le professeur Albert qui dit que tout le problème de notre appareil judiciaire, c'est qu'on l'a calqué sur l'appareil judiciaire français occidental. C'est-à-dire qu'il a cité par exemple au Canada où il y a dans certaines communautés, il y a des tribunaux entre griffes gérés par la communauté où, par exemple, les cas de violence conjugale, les cas de larcin et de pécadille, on n'a pas besoin de saisir un OPJ et ça se règle au niveau du conseil municipal où des gens sont délégués. Et là, ça assouplit complètement l'appareil judiciaire. Mais les Korolowo aussi disent qu'ils ne s'occupent que des vols. Hein. Le vol, à part le vol, ils ne s'occupent pas d'autre chose. Parce que c'est ça le flux. Oui, c'est ça le flux actuel. Oui, il y a un véritable problème de sécurité. Oui. Et effectivement, comme Dimitri le dit, il faut que, au-delà du fait que nous manquons d'effectifs dans les localités très reculées, c'est le système même sécuritaire et judiciaire qui pose problème. Et ce que les Korolowo font actuellement, si effectivement, dans certaines localités où il existe la police peut faire le même rôle. Il peut prendre des délinquants, les torturer, les faire payer des amendes. Voilà. Mais c'est pas ça. La police ne peut pas faire ça parce qu'actuellement, le système ne l'autorise pas. Donc, effectivement, il va falloir réfléchir par rapport à notre système sécuritaire, à notre système judiciaire, faire en sorte qu'effectivement,
il puisse y avoir des initiatives comme ça qui existent et qui travaillent en complémentarité en toute légalité. Je ne dis pas d'accepter la torture, mais quand même, les questions où effectivement on amène quelqu'un devant les fétiches pour qu'il dise effectivement que j'ai volé quelque chose, il l'avoue. Là, c'est des choses qu'il faut exploiter. Les gens, bon, vous voyez, tout de suite, si on met devant un mur interdit d'uriner, tout le monde s'en fout. Mais il suffit de planter un truc et puis bon, du coup, voilà. Donc c'est des choses qu'il faut exploiter. Voilà. On termine sur ça, sur la question. Ce que je voulais dire, c'est qu'autour de Kolo, il y a un véritable problème dialectique. Comment faire en sorte que l'État puisse contrôler des structures que lui-même n'a pas créées, mais qui sont nées du fait que les populations ont une rupture de confiance avec l'État central. C'est ça le problème. En fait, le problème de Kolo, moi j'aime bien 6 mois par mois quand il s'exprime, mais dans le fond, Kolo, c'est un problème dialectique, même un véritable problème de société. Voilà. Donc, quand on prend les gens, un voleur et que l'on veut, bon, un présumé, la loi nous dit de dire un présumé, alors qu'en termes de flagrant délit, quand même, les populations sont quand même plus outillées pour savoir que lui, là, bon, il est dans le village, là, nous tous on le connaît, mais il n'est pas clair. Voilà, en fait, c'est des gens, ils se connaissent, ils vivent ensemble, etc. Et ce qui me marque un peu, c'est le chef. Quand vous regardez comment les Kologos sont nés, tout récemment à Tenkologo, où les gens étaient en train d'installer une structure de Kologo. Et c'est tout le village qui est sorti, avec le chef. Ils étaient deux bonnets rouges à côté. Et le chef même, tu jures, c'est-à-dire, il prête serment. Si moi-même on me prend en train de commettre des faits interdits, on va me fouetter. C'est-à-dire que lui-même se soumet à un certain nombre de choses. Si toutefois il vient à violer voilà. Donc ça fait en sorte qu'aujourd'hui le Colombien ne peut pas écouter le ministre de la Sécurité parce que tout simplement eux ils ont une caution morale, une caution populaire derrière qui sous-tend leur action. C'est ça le problème dialectique de l'affaire. Ce qui est super, on reviendra sur ce sujet dans une de nos émissions à venir. Alors, nous abordons le second sujet avec Alassane Karama. Il s'agit de ce passage à la 5e République. C'est quand même quelque chose qui a été voulu depuis sous Blaise Compaoré, si je peux le dire, par les populations, peut-être par le pouvoir. Alors, ce passage à la 5e République, il est en train de se matérialiser. C'est vrai, il y a eu un décret en Conseil des ministres qui a mis en place cette commission constitutionnelle. Il y a eu encore un Conseil des ministres qui a désigné les membres qui doivent prendre part à cette commission, aux travaux de cette commission. Mais on a l'impression que la société civile émet certaines réserves. Alors, est-ce qu'on peut comprendre quelque chose qui a été voulu par les uns et les autres qu'on puisse encore émettre des réserves, Karama? Bon, je pense que il y a quand même une crise de confiance qui est beaucoup profonde entre aujourd'hui tout ce qu'il y a comme population de façon générale et l'administration. Donc entre les administrés et l'administration. Donc naturellement, partout, bon, il y a des suspicions. Partout, il y a des suspicions. Et ensuite, par essence, le politique initie difficilement quelque chose qui peut lui être défavorable. Ou en tout cas, qu'on le veuille, de façon générale, ça revient toujours à tailler sur mesure. Ça, c'est ce à quoi on est habitué justement sous nos cieux. Donc, je pense que ce passif-là justifie un peu ces suspicions vis-à-vis déjà donc, de l'initiative. Mais dans le fond, ce que peut-être je peux me dire tout de suite, d'abord, c'est vrai, ce n'est pas une surprise, parce que, comme vous l'avez dit, c'était voulu. Et ensuite, l'actuel président du Faso, pendant sa campagne, ça faisait partie de ses promesses de campagne. Et enfin, il dit quoi? Il veut marquer aussi une rupture avec déjà l'ère Compaoré. Donc, d'une certaine façon, on s'attendait quand même à l'avènement de ce processus-là. Maintenant, ce que je me dis, c'est normal que les gens puissent avoir des suspicions, je ne les en veux pas pour cela, c'est tout à fait les droits. Mais en même temps, je ne souhaiterais pas que cela soit une barrière justement à leur participation active au processus. Parce que qu'on le veuille ou non, l'ensemble de la société burkinabé est quand même représenté à travers donc, des personnes. Donc on peut retenir cela, que l'ensemble de la société burkinabé est représenté.
Pour moi, il faut toujours y croire. On peut avoir des réserves, mais il faut aller. Le crime, pour moi, serait de ne pas avoir essayé. Parce que la politique de chaise vide qu'on connaît en Afrique, ça n'a jamais rien donné de bon. Parce que qui est chaise vide ou chaise ou pas vide, en tout cas, le processus va suivre son cours. Donc, pour moi, ça ne servira à rien, justement, donc, de prétexter de cette méfiance-là pour ne pas aller à ce rendez-vous. Il faut y aller, pour moi, se battre pour que les propositions concrètes, pour que le bonheur du peuple que l'on recherche là, puisse transparaître à travers le document qui sera proposé. Maintenant, quitte à ce que ça ne marche pas, mais au moins, à ce moment, on pourra prendre l'opinion à témoin. Mais si c'est la base de suspicion, bon, c'est difficile, cela ne va pas permettre de résoudre le problème. Alors, Dimitri Kaboury, c'est vrai que sous Blaise Compaoré, toute rencontre politique était viciée par la question de l'article 37. Les gens étaient beaucoup méfiants. On se disait qu'après l'insurrection, après tout ce qui s'est passé, il ne devait plus avoir de méfiance. Mais si aussi on se réfère à ce qui s'est passé dans ce pays, le professeur Luc Ivriga avait dit que la constitution de la 4e République avait été taillée sur mesure pour Blaise Compaoré. Sous la transition, on s'est dit qu'il n'y avait pas un régime partisan au pouvoir, donc c'était l'occasion. Il y a eu la Commission nationale de réconciliation, qui avait une sous-commission des réformes, qui avait effectivement fait quelque chose sur cette 5e République. On a eu aussi le CNT qui a fait sa révision à minima, si on peut le dire. Mais finalement, on se demande pourquoi il y a eu tout ça là. Et ceux qui sont au pouvoir aussi tiennent encore à une autre constitution. Oui, c'est là qui crée les suspicions. Parce que pour moi, l'importance n'est pas le nom que porte la constitution. Pour moi, 4e ou 5e, m'importe peu. Pour moi, c'est le contenu de la constitution. Mais là, je vois que les tenants du nouveau pouvoir ont une fixation sur le chiffre 4, parce qu'ils ont contribué à asseoir un système qui a été, entre griffes, chassé par la loi 30 et 31 octobre. Donc, ils veulent qu'il y ait une rupture, peut-être d'un point de vue sémantique, qu'on dise, bon, c'est la 5e République, ce n'est plus la 4e République, pour dire, bon, voilà, la 5e République, ça commence par nous. Pour moi, d'abord, ce n'est pas ça le jeu, c'est le contenu. Mais jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, ceux qui ont installé la commission constitutionnelle, c'est-à-dire le chef de l'État, c'est une promesse de campagne, on ne dit pas quelles sont la volonté, qu'est-ce que je vais y mettre dedans, qu'est-ce qui ne va pas dans la 4e République que je vais opérer avec la 5e République. On nous dit, on nous installe 92 personnes, alors que les discussions ne se discutent pas sur du vide, ça se discute en fonction des propositions. Parce que les propositions, c'est quoi? Le président aurait été plus clair en disant, voici tel aspect du pouvoir de la 4e République qui ne me plaît pas dans un régime démocratique. J'aimerais ici, au titre de la présidence du Faso ou le statut du Premier ministre ou un certain nombre d'éléments. Mais là, on est dans le vide. On ne sait pas de quoi les 92 personnes vont discuter. Bon, peut-être qu'on veut laisser le terrain libre. Alors, quoi qu'on dise, 60 jours pour discuter sur quelque chose qui est issu du vide, je crois qu'on ne va pas... Justement, ce que vous dites, on se rappelle que sous Blaise Compaoré avec le CCRP, l'opposition avait refusé d'aller au CCRP parce qu'elle disait tant qu'elle n'aura pas les préalables, elle n'ira pas. Donc, ils n'iront pas sans savoir de quoi ils vont discuter. Bizarrement, cette année, on a mis aussi le cadre, on a mis les personnes, mais on n'a pas les termes de référence. Il y a un problème quand même. Mais ce que je Oui, il y a quand même une orientation sur ce que souhaite le chef de l'État. Je pense. Parce qu'en tout cas, pour ce que j'ai vu, puisqu'il a parlé donc de pouvoir immense, donc diminuer un peu le pouvoir donc, du chef de l'État, donc un équilibre. Ensuite, voir s'il y a des institutions qui vont demeurer ou pas. Ensuite, revenir à une chambre monocaméra. Mais, je pense que non, ce que je veux dire, il y a le préambule, il y a les titres. Ce sont des orientations. Il faut avoir des orientations. Oui. Mais pour moi également, si on doit aller jusqu'au détail, pour moi, ce serait imposer une constitution. À ce moment, est-ce qu'il y a lieu encore de réunir les gens? C'est toute la question que je me pose. De toute façon, les problèmes du Burkina ne sont pas nouveaux. Okay. Tout acteur qui part ira certainement avec des propositions. Oui. Ce n'est pas simplement pour aller dire, bon, ce que vous avez dit, on est d'accord ou pas, non. Mais si on a un apport à faire, il faut le faire. Donc moi, je vois beaucoup plus ces débats qui vont s'ouvrir là, c'est cet échange, en tout cas, entre les 92 personnes, avant peut-être une consultation beaucoup plus large. Je vois ça dans ce sens. Mais pour moi, je ne suis pas pour que tout le contenu soit dessiné. À ce moment, c'est une camisole de force. Et ceux qui y vont
soit ils vont avec, soit ils sont obligés donc de partir. Donc, je ne suis pas trop pour ça. Du document de base. Document On de base. travaille à partir de quel document? Ça aussi, ça pose problème. On ne va pas aller s'asseoir, on dit, bon, toi, il faut donner l'article 1, toi, donne l'article 2. Mais la commission constitutionnelle va s'organiser pour travailler. Mais sur quelle base? Non, mais il y a une orientation d'ensemble. Non, il y a une orientation d'ensemble, ce qu'on souhaiterait pour le Burkina de demain. Bon, d'accord. Donc, à mon sens, c'est à eux de s'organiser. Parce Parce que vous dites, tous les Burkinabés veulent quelque chose et le Oui, contraire. ça, c'est Parce ça. que si tout de suite, il y avait un document de base, ou bien il y avait vraiment des orientations assez précises, on allait dire, ah, bon, en fin de compte, on y va. Voilà. Donc, il y a problème. Justement, sur Wilfried Bakouan, je vais poser cette question. Il dit que c'est ce que les Burkinabés veulent. C'est vrai que les Burkinabés ont lutté pour la déconnexion du Conseil supérieur de la magistrature avec l'exécutif. Or, on a vu le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, dire que, bon, c'est vrai, cette indépendance de la justice, là, ça, quand même, c'est quelque chose dont c'est une préoccupation. On va en parler dans les travaux de la commission constitutionnelle. Donc, déjà, on peut interpréter qu'il y aura quelque chose qui sera dit sur cette déconnexion. Est-ce que déjà, Wilfried Bakouan, on ne peut pas penser qu'il y a une orientation qui est donnée au travail qui sera fait dans la commission constitutionnelle? C'est clair, il y a une orientation qui a été faite. Il y a une orientation qui a été donnée. Le chef de l'État montre clairement qu'il n'est pas pour la déconnexion entre le Conseil supérieur de la magistrature et puis l'exécutif. Là, il a dit clairement. Mais donc, voilà pourquoi je dis, moi, il y a une orientation. Maintenant, comment les débats seront organisés pour permettre aux défenseurs de la justice et de la déconnexion de pouvoir gagner le débat, c'est là qui pose problème. Mais la manière dont le débat est posé, moi j'ai l'impression que, bon, on va passer à la 5e République, la Constitution sera réécrite. C'est pas que la Constitution sera amendée. Si la Constitution était amendée ou révisée, ça c'est un autre débat. Aujourd'hui, c'est la Constitution sera réécrite. On va passer avec une vision, bien sûr, du président Roch-Marc Christian Kaboré, c'est lui qui l'a dit. Il va passer d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Ce que Salif avait proposé sous Blaise depuis longtemps. La déconnexion sera débattue, entre la magistrature et l'exécutif sera débattue, etc., etc. Il y a des institutions qui pourront être supprimées, d'autres peut-être seront ajoutées, etc. Bon, je crois que c'est une nouvelle vision de l'organisation du pays que le président veut insuffler, mais tout ça pose le problème. Il y a un problème que ça va poser, c'est le problème de la justice encore. C'est là, moi je crois que c'est là le nœud. Voilà, quand on écrit une constitution, on essaie de mettre la justice sociale au cœur des articles que l'on écrit. On essaie de voir le contrat social qu'il y a entre les dirigeants, les Burkinabés et tout le reste de la population. On essaie de voir comment ça peut être équitable, comment gouverner un pays en ayant effectivement comme vision plutôt, comme finalité, pardon, le peuple burkinabé. Je crois que c'est là qu'on devait avoir l'orientation de la nouvelle constitution. Mais ce qui est fait aujourd'hui, c'est comme il avait dit au début, c'est qu'on écrit une constitution, mais on ne l'écrit pas pour perdre. Et là, je crois que déjà, ça commence à être déjà dommageable. Parce que le régime parlementaire, ça va nous amener à quoi? Parce que quand on souhaite un régime, il faut arriver à justifier pourquoi on veut aller vers là. Okay. Voilà. Donc, je ne crois pas que le régime parlementaire, c'est une revendication de Burkinabé. Je pense que le professeur Ibrika fait partie de la commission. Oui. Je le ris parce que quand je souhaiterais peut-être lui poser cette question. Non. Parce qu'il disait que sous Blaise, on faisait la constitution en sachant qui sera président. Donc, on avait fait une camisole. Est-ce que sous Roch aussi, sachant qui est président, est-ce qu'on va pas faire une autre camisole? Ça sera taillé sur mesure. Tous les grands débatteurs, les constitutionnalistes de renom qu'on a, ils sont dans la commission constitutionnelle. Et juste une autre question. Je pense que c'est l'occasion. Oui. Parce que je ne crois pas que l'écriture de la constitution là devrait. Même j'ai un problème avec la composition de la commission constitutionnelle. Moi, je ne crois pas que l'écriture de la constitution burkinabé doit être l'apanage des constitutionnalistes. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce n'est pas parce que vous avez fait sciences constitutionnelles truc. Non, je sais qu'il y a tout le monde qui est dedans. On a fait une part belle quand même aux constitutionnalistes, aux juristes, etc. C'est un bon reflet. Donc la société burkinabé, c'est un bon reflet. Donc, ces constitutionnalistes sont là. Donc, c'est l'occasion, justement, donc, vraiment de mener le vrai débat. Aujourd'hui, de toute façon, on saura tout ce qui se sera dit là-bas et on pourra tirer les conséquences. Mais il faut que chacun aille à fond
avec ses convictions, et maintenant pour l'intérêt général. Mais si ça ne passe pas, on peut tirer les enseignements. Justement, à Gadiaga, je voulais poser cette question. La révision à minima du CNT, est-ce qu'elle sera prise en compte? Parce qu'il y a un problème, hein, c'est vrai, on parle de l'article 37. Il y a un problème, parce qu'aujourd'hui, nous savons que le CNT a dit mandat une fois renouvelable, 5 ans, une fois renouvelable. Et même quand tu as fait tes 10 ans, tu n'as même plus la possibilité de revenir un de ces jours. Est-ce que ça sera accepté? Et puis, est-ce que, bon, même si c'est une fois renouvelable, est-ce qu'on ne peut pas passer à un mandat de 7 ans? Ça sont des questions. Oui, bon, voilà, ça, je ne sais pas, peut-être. Les membres de la commission pourront l'apprécier et puis bon, on verra ce qui va se passer. Mais déjà, il faut dire que sur l'opportunité et puis le timing pour la révision, la relecture de cette constitution-là, ça ne pose pas de problème. C'était un souhait, la révision de la constitution, aller à la 5e République était un souhait pendant la transition. C'est ça. De la population en tout cas. Et même que le CNT avait initié une nouvelle constitution. Donc on doit aller à la 5e République. C'est vrai, le président du Faso en campagne l'avait repris dans son programme. Nous allons aller à la 5e République. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Et maintenant, pourquoi ça se fait maintenant? Là aussi, il n'y a pas de problème. Je pense que quand le CNT avait initié sa nouvelle constitution, c'est les partis politiques regroupés au sein du CCRP qui existaient sous la transition qui ont demandé qu'on attende. Du CFOP, alors. Voilà, du CCRP. Le CFOP est devenu le CCRP. Le comité de... Non, le cadre de concertation, des partis politiques. Oui. Voilà, qui avait demandé qu'on attende la fin de l'élection présidentielle pour arriver. Donc pour le timing aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qui me pose problème, c'est le document de base. Il y a non seulement le document de base, et ensuite le fait qu'on n'a pas tout précisé à travers ce décret qui met en place la commission constitutionnelle. On ne nous a pas dit comment le travail va se mener. Non seulement on ne dit pas sur quelle base le travail va se mener, je me dis quand même que le CNT, qui était quand même un regroupement, en tout cas un parlement assez représentatif de la population, en tout cas, oui, quand même, qui a eu à faire un travail, qui est même allé dans les provinces pour expliquer son texte, méritait quand même de revenir, soit un représentant, avec ce texte-là, pour dire voilà ce qu'on a convenu avec les gens. Quand même, il y avait eu un début de consensus, de dialogue et de concertation qu'on doit capitaliser. Et si on ne travaille pas sur la base des textes proposés par les CNT, ou bien que les représentants du CNT, de l'ex-CNT ne sont pas là, bon, ça va poser problème. Ensuite, on ne nous dit pas, quand cette commission-là va sortir un document, comment est-ce qu'on l'adopte à l'Assemblée nationale? Bon, on dit référendum. Oui. Mais est-ce que... Non, mais quand ils vont sortir le document, c'est un avant-projet qui va aller sous forme de loi maintenant à l'Assemblée nationale. Et à partir de cette loi à l'Assemblée nationale, il y aura un référendum. Voilà le processus. Mais on n'a pas tout prévu. Supposons qu'au cours du travail, effectivement, il y a des gens qui claquent la porte et qui s'en vont. Justement. Comment ça se passe? C'est quand même un panier à crabe. J'allais poser la question à Karama. Voilà, il y a un problème. Une commission de 92 membres. On n'a pas tout prévu. Le canevas de travail. Comment ça se passe? Comment on adopte les décisions? Et quelqu'un dit, bon, moi je ne suis pas d'accord avec ça. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut savoir, à mon sens, pour moi, ce sont des questions qui doivent être discutées au sein de la commission. Ce n'est pas à un gouvernement d'imposer cela à la commission. Mais le préalable, pour parce moi, que ce qu'il dit, à la commission, c'est important parce qu'il faudra savoir comment départager les gens. Est-ce que ça sera une question de consensus? Tant qu'il n'y a pas de consensus. Je comprends, mais la commission a été créée. Mais pour moi, la commission va discuter de ces questions. Son règlement intérieur, son mode de fonctionnement, comment ils seront organisés. Pour moi, tout ça doit revenir à la commission, mais pas à l'exécutif d'imposer cela à la commission. C'est moi que ça peut poser problème. Oui. Supposons que pendant qu'on rédige ce règlement intérieur, il n'y a pas de consensus. Qui décide finalement de ce qui doit se passer? Donc voilà pourquoi je pense quand même qu'il ne fallait pas aller dans le vide comme ça. Oui, on est allé à l'abordage dans le vide. En allant dans le sens de Gadiaga. Il fallait quand même avoir un document qui a déjà fait consensus quand même. Il y a eu un minimum de consensus sur le document de base du CNT. Qu'on devait amener pour... Si ce qu'il dit, admettons qu'un groupe dise, si nous allons pour débattre là, on ne parlera pas de la connexion
du Conseil supérieur de la magistrature. Donc on doit mettre ça de côté. Ouais. Si on veut parler de ça, nous on n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est le blocage. S'il y a blocage, c'est ce que je dis. S'il y a blocage, ça c'est la commission, au sein de la commission. Maintenant les gens aviseront. Okay. Sinon actuellement, à mon sens, il faut quand même laisser cette latitude à la commission. Parce que je reste convaincu que nous sommes pris par le temps. Le fait qu'on ne parle pas du texte du CNT, moi, ça me fait penser qu'il y a quelque chose. Non, déjà qu'on commence à dire que non, il faut revenir à une situation où le président est membre de la commission. Mais dans la fonction de travail de la magistrature, qui sait, peut-être que les propositions du CNT, les propositions antérieures vont refaire surface. De toute façon, les autres acteurs aujourd'hui, il y a les acteurs qui ont participé à ces instances-là et qui sont là aujourd'hui, qui participent à cette commission. C'est l'occasion de ressortir. Nous sommes presque au terme de cette émission. C'est vrai que le président de la commission va nous excuser parce que nous sommes des journalistes. Alidou Ouédraogo va nous excuser. Nous sommes des journalistes. Nous devons nous projeter parce que Alidou dit de ne pas critiquer, d'attendre que les choses commencent pour que les gens commencent à en parler. Mais nous, les journalistes, nous en parlons parce que nous aimons nous projeter. Il y a des signaux qui ne sont pas bien. D'accord. Voilà, qui revient dans le Conseil supérieur de la magistrature, ça pose problème. Ça sera un autre débat. Quand la commission va commencer à travailler, on va en parler. Ok, nous sommes au terme de cette émission Sans langue de bois sur Burkina Info. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro.